Diapositive 15. Arriver à penser différemment, c'est la deuxième partie après nos miscellanées. Après ces exemples concrets, essayons de mettre un petit peu en place, en forme, ce que nous venons de voir pour essayer de trouver un sens à tout cela. Première chose, la chute des frontières du savoir dans une société corporatiste et hiérarchisée, nous venons de le voir. Le fait que nous soyons qui médecins, qui infirmiers, qui kinésithérapeutes, qui experts, qui ministres, n'a plus beaucoup d'importance dans la circulation de l'information à l'heure de la médecine 2.0. Nous sommes des primates sociaux, nous avons l'habitude de sociétés hiérarchiques, mais Internet et la médecine sur Internet et la santé débordent toutes ces frontières et les réseaux qui se forment sont liés aux compétences de chacun dans un domaine qui peut être très étroit et qui peut n'avoir aucun rapport avec sa position sociale ni avec sa formation initiale. L'intelligence d'un groupe connecté est énorme. La foule est idiote. On en a un très bel exemple avec le jeu Qui veut gagner des millions, où on avait posé la question à la foule qui répondait en même temps, sans se concerter, en appuyant sur un bouton, à la question qu'est-ce qui tourne autour de la Terre? Est-ce la Lune ou le Soleil? Et bien la foule majoritairement a répondu que c'était le Soleil. Ils avaient une illusion d'optique, bien sûr, partagée. Ne s'étant pas concernés, ils ont répondu majoritairement la mauvaise réponse. Maintenant, vous prenez 4 personnes de cette foule, vous les mettez pendant 2 minutes dans un isolement et vous leur demandez de répondre à la question. Le simple fait d'échanger entre eux, ils vont vous donner la bonne réponse et bien sûr détecter le piège et savoir que c'est bien la Lune et non le Soleil qui tourne autour de la Terre. Un groupe connecté a une intelligence extraordinaire, on va y revenir, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. On va voir aussi que beaucoup de gens qui vont un peu rapidement sur Internet disent « Oulala, mais c'est plein d'âneries, c'est plein de bêtises, tout ça, c'est terrifiant ». En fait, si vous regardez de près ce qui ressemble à un fatras, si vous rentrez à l'intérieur, si vous lisez un grand nombre de pages, vous constaterez que l'information qui en émerge est d'une très grande qualité. Nous verrons aussi que la valeur de la parole du patient va vraiment exploser après avoir été réduite pendant longtemps pour rentrer dans les essais cliniques, dans les articles où elle était quasiment absente. Nous allons voir que les procédures imposées sont en train de faire beaucoup de dégâts, alors que l'humain est vraiment un être fondamentalement adaptable et que sa capacité à le faire est souvent niée. Et enfin, nous allons voir quelle est la valeur de la subjectivité et essayer de sortir de cet objectivisme, comme on parle, qui est décrit par Edelman et qui est aussi décrit dans La souris truquée, c'est-à-dire cette obsession pour des faits qui seraient comme dans des sciences dures, gravés dans le marbre et qui malheureusement sont très loin de tout ce qui représente l'humain. Commençons par la chute des frontières du savoir et l'intelligence du groupe. Une phrase d'Albert Einstein, la connaissance naît de l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. C'est vraiment tout à fait intéressant parce que en matière de médecine, on est confronté à différents types de connaissances et à différents types d'expériences. Nous avons le double phénomène pour le patient, de l'accès à l'information et de leur mise en commun. C'est-à-dire que le patient va à la fois pouvoir accéder à beaucoup d'informations, à beaucoup de choses, et en plus va pouvoir en parler avec ses pairs, PAIR. Il va donc pouvoir échanger, confronter au sein d'un groupe, et c'est quelque chose qui va lui donner une formidable connaissance d'un pan très précis de la médecine qui est sa maladie, sa problématique. Pour reformuler cela, le médecin, il a l'expérience de la confrontation des symptômes. Il a appris beaucoup de symptômes, il a appris beaucoup de maladies, il a appris une démarche diagnostique. Il sait confronter tout cela, il a un système de connaissances qui permet, à partir de signes, de symptômes, de faire un diagnostic. Le patient, lui, il a l'expérience de sa maladie. Il a l'expérience de ses propres symptômes. Il a ce qu'il ressent. Il a une très forte expérience de cela. Le médecin n'a pas été malade. Il n'a pas ressenti dans son corps la maladie. Le patient, lui, l'a fait. Alors certes, au départ, ce ne sont que ses symptômes, ce n'est que sa maladie, mais ça représente une masse d'informations considérable. Et donc, le médecin, il a une vision globale, mais souvent imprécise, de l'effet des médicaments. C'est-à-dire qu'il sait grosso modo comment ça marche en général. En revanche, d'abord, il soigne beaucoup de maladies à la fois, donc il ne peut pas être spécialiste de tous les médicaments. Et puis, il ne le ressent pas dans son corps. Le patient, en revanche, il a une vision très personnelle et très précise de l'effet du médicament sur son propre corps. Il a pris le médicament, enfin celui qu'il a pris, et il sait exactement ce que ça a donné. Il peut le décrire avec des mots qui sont d'une grande richesse. Quand un patient décrit ce qu'il a ressenti comme effet indésirable avec un médicament, ça peut prendre 5 lignes. La richesse de l'information de ces 5 lignes est fantastique. Si elle est résumée sous forme d'un seul mot dans une notice de médicament, pour le médecin, c'est une grande perte d'information, et pour les autres patients aussi d'ailleurs. Donc le groupe de patients, s'indique les expériences de chacun. Chacun va déposer ce qu'il a ressenti, il va lire les ressentis des autres. Ces expériences, c'est d'une grande richesse.
c'est quelque chose qui, quand on le confronte aux données de la science, permet de créer une vraie connaissance fondée sur l'expérience. Et on a donc en train de se constituer à la fois un système de connaissance médicale qui existe depuis longtemps, et dont nous allons voir que lui aussi vit une amélioration du fait de ces liens, mais du côté des patients, alors là c'est une vraie révolution, parce que les patients peuvent en temps réel échanger sur leurs ressentis, ou sur l'effet des médicaments, ou sur leur maladie, ou sur leurs trouvailles, et ils constituent à plusieurs, en groupe, un système expert de la maladie, un système de connaissances différent de la connaissance médicale et anatomique, qui est d'une richesse absolument exceptionnelle. Et donc, à côté de cela, le médecin n'est pas du tout éliminé. Simplement, il y a un domaine qui lui est réservé et qui va mettre longtemps à disparaître, c'est celui du diagnostic, intégrer différentes informations, différents symptômes pour proposer aux patients des diagnostics possibles. En revanche, en tout cas pour les maladies chroniques, dans le domaine du traitement, il est en forte compétition avec des patients qui, en échangeant entre eux, vont vraiment trouver des éléments très importants et acquérir une science de leur maladie avec laquelle il aura du mal à lutter, alors qu'il ferait mieux de s'y allier, bien évidemment, car la lutte n'a pas d'intérêt. Diapositive 17, les frontières de l'information deviennent floues. Alors, qu'est-ce que c'est que de la bonne information? Ça n'a plus beaucoup de sens, d'abord parce qu'elle n'est pas forcément bonne pour tout le monde. La bonne information pour quelqu'un qui est à Bac+10 n'est pas la même que pour quelqu'un qui est à Bac-3, ça c'est clair. Et que la confiance dans l'argument d'autorité, la grippe 2010 l'a tué. À partir du moment où on a vu des informations un peu délirantes, fausses, assénées par des autorités, par des experts sur un événement aussi fort que l'épidémie grippe 2010, le doute qui s'était déjà insinué dans les esprits à propos par exemple de la promotion des médicaments est devenu énorme et les gens ont finalement compris que c'était pas du tout un critère de qualité et que l'argument d'autorité ne valait plus grand-chose. Et ils se sont retranchés dans leur réseau, ça a été très bien analysé pour la grippe. Les gens ont fait confiance à ceux qui étaient autour d'eux et n'ont pas fait confiance ni à ce que disaient les journalistes, ni d'ailleurs à ce que disaient les blogs, aussi bien des complotistes que des autres. Ils ont créé un réseau autour d'eux et c'est à partir de ce réseau d'informations et de ce que Heisenbach appelle les infomédiaires, c'est-à-dire des gens que vous connaissez pas vraiment, mais dont vous savez qu'ils sont fiables pour l'analyse de certaines données. Et donc, à partir de ce réseau assez complexe, les gens se sont fait une information sur la grippe et ont renoncé à croire sur parole ce qui venait d'autorités ou en tout cas de personnes se prétendant dépositaires d'une autorité. Et donc l'information, c'est un nuage. Alors le nuage est un terme à la mode, on parle des développements dans les nuages, programmation dans les nuages, de nuages d'étiquettes, mais fondamentalement, on se retrouve avec une absence des limites. C'est-à-dire que l'information, c'est un ensemble de choses dans lequel le pire côtoie le meilleur, et dans lequel chacun va chercher son information, je l'écris en gras, et agrège différents contenus pour fonder son opinion. Personne ne va penser vraiment pareil à la fin, personne ne va être sensible à la même information, mais si on sort du domaine de la santé, quand vous achetez un appareil photo numérique, certes, vous pouvez aller lire un test, vous pouvez lire la notice du fabricant, mais à un moment ou à un autre, vous êtes extrêmement tenté d'aller sur un forum de photographes qui vont échanger leurs ressentis sur cet appareil, qu'est-ce qu'ils en ont fait, comment ça s'est passé, est-ce qu'ils en sont contents, est-ce qu'ils regrettent leurs achats. Ça, c'est quelque chose de sincère et de très important, et c'est en mixant finalement cette parole d'utilisateur, cette fiche technique, cet avis d'expert, ce test, que vous allez vous faire une opinion d'une extrême richesse. J'ai mis depuis le début, comme vous l'avez vu dans la partie droite des diapositives, une image neuronale des neurones connectés. Ce fonctionnement est bien évidemment très proche de celui de notre cerveau qui multiplie des informations variées, certaines sont fausses, certaines sont vraies. En permanence, il revalide et met en avant et en tout cas pondère positivement les informations qui aboutissent à un bon résultat et au contraire voue à l'oubli et à la destruction des signaux qui sont délétères. C'est exactement le fonctionnement que nous sommes en train d'adopter, un fonctionnement en réseau, la confrontation de plein de liaisons. Nous avons un fonctionnement qui devient un petit peu neuronal en termes d'information.